Alors justement, une fois donc cette phase de création faite, la musique, il va falloir la produire, il va falloir la réaliser, il va falloir l'enregistrer. Alors pour ça, pour la production de la musique et sa réalisation, je vous propose d'écouter Jean Musy. Donc Jean Musy, cette année Grand Prix de la SACEM, et Jean Musy dont c'est l'anniversaire dimanche. Encore, cette année aussi. Les premières séances que j'ai faites en studio, c'était avec un arrangeur que j'adorais qui s'appelait Christian Chevalier. Il y avait 40 ou 50 musiciens, je ne sais plus, j'étais complètement paniqué. On travaillait en 3 pistes. En 3 pistes, tout en direct, 3 pistes. Et c'était le studio le plus moderne de Paris. Quand je vois maintenant, chez moi, je peux travailler autant de pistes que je veux. C'est hallucinant, cette espèce d'écart. C'est vertigineux. Quand on a eu le premier 4 pistes, ensuite on travaillait en 2 fois 4 pistes, on les synchronisait à la main, ça c'était... Maintenant on appuie sur un bouton. Alors c'est vrai que c'était à la fois une recherche permanente qu'on ne fait plus nous-mêmes, on achète maintenant des produits. On a tous à peu près les mêmes sons. C'est aussi ça la grande différence avec autrefois, c'est que on essayait de se démarquer par notre propre sensibilité d'une certaine façon. Maintenant, on travaille exactement avec les mêmes outils. On est un peu comme on démarre sur un 100 mètres, tous sur le même plot. Et il faut qu'on essaie malgré tout non pas d'être forcément originaux, mais essayer d'être soi-même le plus possible avec les outils qu'on a tous en commun. C'est très, très particulier. Je vous propose que nous fassions un petit morceau de musique où on mélangera de la percussion acoustique et puis, soyons fous, un peu d'orchestre. On va commencer par ce qui est acoustique, des ballets. On va passer au conga. Sur le djembé qu'on a enregistré, en l'écoutant, on va rajouter maintenant la partie de conga. Un shaker. À chaque fois, on réécoute le morceau et on rejoue par-dessus pour empiler les couches et les couches. Ce qui nous donnera au final quelque chose qui va ressembler à ça. Une fois terminé avec tous ces instruments, il va falloir maintenant passer à ceux que je ne possède pas. Et là, on va commencer à utiliser les machines. Je vais notamment avoir besoin de toms. Et là maintenant, je devrais tout jouer sur mon clavier. C'est nettement moins pratique que de jouer avec les instruments réellement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les toms, mais aussi les timbales. Tous ces sons sont à l'intérieur de l'ordinateur. Vous savez, Jean nous parlait tout à l'heure de ces banques de sons, des sons qu'on achète, qui nourrissent nos machines. Je vais passer à l'orchestre. Je peux avoir des violons pizzicato, des contrebasses, des violoncelles, et je vais jouer ces parties pour composer mon morceau. Après, même chose avec tous les autres éléments, les corps par exemple. Pas ce thème. Je me retrouve avec un certain nombre de pistes. Une piste correspondant souvent à un instrument. Tout à l'heure, Jean Musy nous parlait d'une révolution qu'il avait connue qui était d'enregistrer en 3 pistes, puis en 4 pistes. Dans ce morceau, on va probablement en avoir 80 ou 100. Dans Gravity, la musique d'Hans Zimmer, il y avait 600 pistes. Une fois tout enregistré, on va passer au mixage, on va retrouver tous nos éléments, les percussions, on ajoute les violons, les corps, et ainsi de suite.
il faut donc tout jouer, utiliser des instruments acoustiques et également tout ce que nous avons dans nos ordinateurs avec ces banques de sons. On peut soit chercher à reproduire des sons acoustiques existants, ce qu'on fait beaucoup avec de l'orchestre, soit utiliser des sons complètement nouveaux qu'on va créer avec des synthétiseurs. Mais au final, il faudra exécuter toutes les parties, les jouer soi-même, avec un clavier le plus souvent, et ensuite réaliser le mixage de toutes ces sources pour obtenir la musique finie. Bien sûr, on continue aussi d'aller enregistrer la musique en studio. Et là, c'est la voie royale. Le studio d'enregistrement, les tables de mixage gigantesques, le travail avec un ingénieur du son et une équipe, ce qui change radicalement la façon de produire la musique. Et puis, il y aura l'apport des musiciens instrumentistes. Suivant le projet et ce qui leur a été décidé, les musiciens pourront intervenir en renfort de ce qui a été préparé en home studio, pour ajouter une touche organique à la musique. Ou alors, ils remplaceront purement et simplement tout ce qui a été fait à l'aide de machines. Il n'y a pas de règle. Alors justement, Alex, vous êtes le monsieur du film. C'est... Ah là là, c'est le... Pardon. Justement, puisque tu es là, la production de la musique. Alors, studio, home studio, musicien, pas musicien, in the box, out of the box, analogique, numérique, les deux. Je pense que les paramètres essentiels pour répondre à ton excellente question, c'est évidemment un peu les sous et puis beaucoup le temps. C'est-à-dire que soit on doit produire en très peu de temps et dans ce cas-là, c'est genre ouais non mais enfin quand tu dis demain c'est demain vraiment demain. Oui, d'accord. Donc là, évidemment, si vous n'êtes pas violoniste vous-même, ça devient compliqué. Ou si vos enfants font pas du violon. J'ai tendance à faire travailler mes enfants qui sont musiciens aussi. C'est tout à ton honneur. Hein. Que la DAS ne soit... Il n'y a personne de la DAS comme ça, sinon je vais aller en prison, je pense. Non, mais en fait c'est ça, c'est un problème de temps et de moyens, souvent. Je ne sais pas comment font mes camarades, enfin si... Monsieur Nicolas, je sais, mais généralement on met beaucoup de VST, enfin on met beaucoup de sampleurs, enfin de sons, et dessus on rajoute quelques vrais instruments qui fabriquent parfois une vraie perception qui aide surtout pour le jeu, parce que c'est en fait ce que l'oreille perçoit, c'est surtout la ligne qui est tout en haut. C'est-à-dire que si vous avez un millefeuille, on entend naturellement plutôt la ligne qui est tout en haut, c'est-à-dire soit la ligne mélodique, voilà, et c'est ce qu'on voit après, là, ce qui est à l'intérieur du gâteau. On peut tricher dans le gâteau. On peut tricher en mettant des trucs un peu chimiques. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça des cordes chimiques. Nicolas, la crème dans le millefeuille. Non, simplement ce que j'ai pas dit tout à l'heure, il faut y revenir, c'est que quand on parle avec le producteur et qu'on s'est enquéri de savoir l'attente du réalisateur, il est évident que si le réalisateur veut un orchestre symphonique, la discussion qu'on va avoir avec le producteur après, ça sera pas la même. On essaiera d'obtenir le budget pour pouvoir contenter les désirs du réalisateur. Si c'est pas le cas, avant même de composer la musique, on orientera le réalisateur vers une musique moins coûteuse, évidemment. Moi, j'essaye le moins possible d'utiliser des orchestres faux, parce que il arrive un moment où ça devient compliqué. La texture même de la musique, au résultat, c'est quand même un peu compliqué. Alors si c'est des scores américains, c'est très bien, mais à la française, c'est quand même assez compliqué de remplacer un orchestre. Donc la plupart du temps, je prends des orchestres, je mets de la bonne crème dans le millefeuille. Stéphane, donc comme l'a dit Alex, donc contrainte de budget, enfin de temps et contrainte de budget. Alors comment on fait coller les deux? Déjà, on achète des outils pour être performant et pouvoir répondre à la demande quand on n'y a pas d'argent et pas de temps, parce que c'est quand même un peu le cas général. Et puis bon, quand on a la chance d'avoir un peu plus de budget, on appelle aussitôt tous les musiciens qu'on peut appeler, parce qu'évidemment, ils apportent à la fois le timbre de leurs instruments, et puis ils apportent souvent artistiquement quelque chose par leur interprétation qui est capitale et qui est irremplaçable et que les machines ne peuvent pas donner. Ceci dit, à défaut, et en attendant que les musiciens arrivent, parce qu'on a le temps et l'argent pour les payer, on se débrouille avec des machines et des investissements qui sont parfois assez considérables. Alors justement, puisque
puisque tu es là en termes d'investissement, parce qu'avoir du budget pour réaliser un programme, c'est une chose, mais il n'y en a pas toujours. Donc, comment toi, tu gères cette question d'investissement? Comment tu t'es structuré pour pouvoir, comme tu le dis, posséder ces outils et être capable de répondre à toutes les demandes? Bon, alors c'est peut-être intéressant de faire un petit rappel historique, déjà. Cette époque dont parle Jean Musy, elle a commencé dans les années 80, au tout début des années 80, parce qu'il y a une norme, un protocole de communication entre les synthétiseurs qui est sorti, qui s'appelle le MIDI, dont peut-être vous avez entendu parler, et qui a été le point de départ avec l'informatisation de la musique, de tout ce qui a été séquenceur, puis quelques années après, ordinateur. Et donc, moi, comme j'imagine, comme Alex, comme Nicolas, on s'est tous progressivement équipés avec des machines. Bon, moi j'ai poussé le bouchon un peu plus loin parce que j'ai aussi voulu amortir mes investissements et avoir une véritable structure de production avec de vrais studios d'enregistrement. Donc c'est devenu un puits d'investissement permanent, et c'est allé un peu au-delà de la pure musique, c'est devenu aussi de la production. Donc voilà, moi je me suis structuré d'abord en profession libérale, puis en SARL depuis maintenant 20 ans. Donc ça amène aussi le musicien-compositeur. Je ne sais pas si toi tu dois être dans le même cas, Nicolas plus ou moins aussi. On a quitté depuis un certain temps la pureté spirituelle de l'artiste créateur et isolé des réalités matérielles. On a bien les pieds dans le cambouis, surtout au moment où il faut remplir l'alias fiscal et où il faut payer des musiciens avec le changement bimestriel, non j'exagère, biannuel des cotisations sociales qui changent, avec les retours des cotisations payées, pas payées à temps, enfin bref, tout le chantier d'un chef d'entreprise de petite PME, on l'a plus ou moins sur le dos depuis, enfin en ce qui me concerne, depuis 30 ans. Nicolas, justement... Si je peux juste rajouter une chose, c'est que... J'allais te le proposer. C'est vrai que quand on négocie, qu'on a des budgets de musique, on devient évidemment complètement gestionnaire et responsable et engagé contractuellement sur la responsabilité de la production. Et à partir de là, c'est vrai que les budgets ayant baissé depuis ces dernières années, enfin de toute façon on est dans cette direction, on est amené à être à la fois arrangeur mais aussi mixeur de sa propre musique, ingénieur du son, voilà, on a tous cette capacité, peut-être pas toi Alex, je sais pas. Je voulais te faire réagir, tiens. Mais pourquoi c'est toujours sur moi que ça retombe? Mais parce que je voulais t'entendre sur ce sujet. Non, mais tu as absolument raison. Mais vous avez, en fait, c'est l'évolution de ce que dit Stéphane sur le. En fait, on est des artistes perdus dans le monde des affaires, quoi. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu es compositeur, puis après tu montes une structure, donc tu emploies des gens, après tu montes un studio, puis d'un seul coup tu te mets à faire des fiches de couleur jaune pour envoyer des intermittents, des trucs. Tu vois, nous, on voulait juste faire de la musique. En fait. Mais en même temps, moi j'aime bien ce processus-là parce que le fait de travailler avec d'autres camarades et de monter des studios, des trucs, et d'être dans la production, ça crée aussi une dynamique extrêmement intéressante. Synergie, je crois à choisir, même si c'est, passez-moi l'expression, plus d'emmerdement, je crois que je préfère ça que... J'ai dit un gros mot, hein. On le coupera, d'accord, on s'en fout. Et je pense que je préfère ça au mythe du compositeur tout seul, en fait. Enfin, pour moi, hein, mais je me sens plus à l'aise avec un travail d'équipe. Je parle souvent à la troisième personne parce que en fait, à la fin, les bandes son, elles sont aussi fabriquées avec plusieurs âmes, quoi, avec plusieurs oreilles, plusieurs paires d'oreilles. Oasis, les budgets de réalisation et de production dans le cinéma africain? Il n'y en a pas. Moi, on me réveille pour me demander de faire une musique. Je demande combien vous avez. Non, grand, on m'appelle grand, 1m90. Non, vraiment, s'il te plaît, je n'ai rien. Et donc, je dois me démerder. Et je fais une musique d'un film qui a très peu de chances d'être vu. Parce que, vu qu'il n'y avait pas de budget pour la musique, il n'y aurait pas non plus de queue pour aller voir le film.
Alors, mais bon, oui. moi je suis un peu militant d'un cinéma naissant, donc c'est intéressant. Souvent d'ailleurs, quand un réalisateur vient me voir, toujours d'Afrique, je dis, mais est-ce que vous avez besoin de musique pour ce film? Et il y a tellement de sons dans le film, parce qu'il y a tellement de sons dans le paysage africain. Mais en réalité aussi, je me rappelle de l'histoire de la musique qui a été... Enfin, le film qui a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai que j'aimais beaucoup le cinéma ancien parce que c'était un peu le cinéma du silence où chaque bruit dans le film était privilégié. Et j'ai vraiment des souvenirs comme ça, en tout cas de l'ancien cinéma qui était extrêmement silencieux. Et la musique, c'était le frottement entre toutes les matières de la projection. C'est-à-dire que la pellicule qui bruissait sur le lecteur, etc. Et j'ai une grande nostalgie, mais je sais que c'est quelque chose qui n'arrange pas la SACEM parce que... Bon, en même temps, les films africains sont quand même vus parce que je te rappelle que Gris-Gris était quand même en compétition officielle au Festival de Cannes en 2013. Tout à fait. Oui, il y en a quelques-uns qui sont à Cannes. Quand même. Moi, j'en ai fait beaucoup qui ont monté les marches de Cannes. Mais d'une manière générale, nous sommes quand même un cinéma naissant. Et d'ailleurs, j'invite les collègues ici à venir nous aider avec leurs grosses machines et leurs gros moyens. Alors justement, sur ce glissement, Nicolas, dont tu parlais, du métier de compositeur qui devient producteur de sa musique, effectivement, ça pose des problèmes pratiques, puisque s'il faut employer des musiciens, qui va les employer? Si toi, par exemple, tu n'as pas de société commerciale, comment se fait le montage? Oh bah, y a plusieurs solutions. Moi, généralement, comme je travaille avec un orchestre pour l'instant qui s'appelle Symphony Film, il me fait une facture globale des musiciens. Il s'occupe de toute la facture, de toutes les fiches de salaire et tout ça, concrètement. Mais sinon, c'est moi qui sors les fiches de salaire, oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas y échapper, de toutes les façons. D'accord. Et donc, toi, ta rémunération de compositeur, est-ce que tu as une rémunération distincte pour composer la musique, une rémunération distincte pour produire la musique, une rémunération distincte pour jouer la musique, une rémunération distincte pour mixer la musique, une rémunération distincte pour faire le commercial, une rémunération distincte pour faire le dépôt, tu vois, par exemple? Ou est-ce que c'est une sorte de forfait? C'est super agressif comme question. Quelqu'un l'a détaché de là-bas? Attachez-le, s'il vous plaît. Non, mais dès qu'on parle d'argent, je suis désolé. Hein. Écoutez, moi, la ventilation, généralement, il y a une prime d'inédit pour composer la musique originale qui est déterminée avec le producteur. Et puis après, l'autre partie, c'est la partie production. Donc, suivant le budget, il y a une ventilation qui se crée. Il faut savoir que, pour exemple, j'ai fait un film en 2014 qui n'a jamais encore été diffusé sur France 3. Et qui ne le sera jamais puisque France 3 perd les droits en décembre. Et là, on m'avait demandé une musique, c'était un film pendant la guerre 14-18, on m'avait demandé une musique très romanesque. Donc il n'était pas question pour moi de la faire au synthétiseur, justement on revient au millefeuille. Et donc je suis allé en studio et j'ai mis une grosse partie du budget en me disant bah, tant pis, il y aura au moins les droits d'auteur et tout, mais ce film sera jamais diffusé. Donc pour avoir bossé 3 mois et demi sur ce film, j'ai été payé 2000 €. Voilà. J'ai pris une prime d'inédit de 2000 €, le reste j'ai mis dans la musique. Bon, ben voilà, il peut y avoir comme ça, de temps en temps, des mauvais choix. En tout cas, à l'arrivée... La crème du millefeuille a un goût amer. Alors non, pas tout à fait. Parce que... On s'aime d'amour, hein, en fait. Ah oui, on s'adore. Oui, ouais. Ben, évidemment. C'est pour ça qu'on les a pas mis l'un à côté de l'autre. Mais la crème du millefeuille, alors justement, c'est assez marrant, c'est que cette musique m'a fait rapporter le prix à Luchon en 2015, de la meilleure musique. Donc c'est formidable, personne ne l'entendra jamais, mais au moins... J'ai le prix et donc ce millefeuille. Tu as eu ton poids en bouteille d'eau, ton poids en bouteille d'eau de Luchon. Hein? Ton poids en bouteille d'eau de Luchon. Non. Non. Là-bas, on boit du tariquet, monsieur. Et le tariquet est excellent. Et on a bien. Oui, ça. De toute façon, Luchon, c'est une grosse douleur. Stéphane, donc on rappelle pas inutilement que les compositeurs donc ne sont pas salariés des productions, ils sont encore moins intermittents, en tout cas pour leur travail de compositeur, donc leur seule source de revenus sont soit les primes d'inédit à la commande du film, soit les droits d'auteur versés par la gestion collective.
Absolument, absolument, oui, tout à fait. Respect. Immense. Donc justement, c'est pas une blague, hein, sans rire. Enfin, pardon, mais souvent, mais c'est pas de la flagornerie. Souvent, on y pense, on se dit, waouh, il y a quand même des gens il y a des gens qui nous permettent tu vois, de vivre de notre passion. Et franchement. Oui, absolument. Sans rire, parce que si vous n'êtes pas là, bah voilà. C'est bon, ça. Non, mais c'est très sincère. C'est très sincère parce que en fait, on est un peu la tête de gondole, compositeur, machin, tout ça. Mais s'il n'y a pas justement tout ce travail de perception de droit derrière, on est tout vide, quoi. C'est-à-dire que tu vois, on fera ouais, en fait, non. On est tout pauvre, surtout. Oui, on est surtout tout pauvre, et ça c'est clair. Ouais. Alors justement, Stéphane, donc toi, par rapport à l'organisation que tu as mis en place, donc ça t'arrive de faire le choix parfois de consacrer l'intégralité d'une éventuelle prime de commande dans la production de la musique parce moi le problème va être un petit peu différent de toute façon parce que dans la mesure où j'ai une société commerciale, j'arrive avec une offre complète, donc j'arrive avec un devis où j'énonce des postes parmi lesquels il va y avoir les primes d'écriture, les salaires des musiciens, le studio d'enregistrement, éventuellement une petite marge pour la société pour frais administratifs et puis mon devis est présenté et après ça me donne donc une obligation de résultat et je fabrique la musique sur une prestation, sur un document unique, avec un contrat éventuellement ça peut même arriver qu'on ait une petite part de droit de coproduction avec quand le producteur n'a pas tout à fait assez d'argent, il vous appâte avec quelques pourcents sur les ventes futures du film. Mais voilà, nous c'est une offre intégrée, donc c'est relativement plus simple, plus facile, et ça nous permet de gérer après à l'intérieur de l'enveloppe un peu ce que fait Nicolas. De temps en temps, on est content, on a plus d'argent pour les musiciens, ou on peut mieux payer, puis de temps en temps, on a des accidents, des trucs à refaire, des additifs qu'on ne peut pas facturer, des choses comme ça, et puis on se débrouille avec ce qu'on a pour livrer à la fin. Alors justement, je vous propose de regarder un petit peu comment ça se passe ailleurs, en dehors de nos frontières. On va parler avec Sophia Morizet. Donc Sophia Morizet est une compositrice française qui est installée depuis 20 ans à Los Angeles. Et elle va nous dire un petit peu comment ça se passe là-bas, si la liaison est bonne. Alors Sophia, bonjour. Quel temps il fait à Los Angeles ? Bonjour Olivier, tu vois, aujourd'hui c'est un petit peu couvert, mais enfin bon, avec plus de 300 jours de soleil par an, on va pas se plaindre. Alors Sophia, on va parler de ce qui se passe aux États-Unis, ce que tu vis depuis 20 ans, notamment dans les séries. Est-ce que la manière d'utiliser la musique dans les programmes américains est différente ? Alors, je vais surtout parler de mon domaine, qui est ces jours-ci la série télé. C'est employé, oui, il y en a plus, il y a plus de musique en général, il faut dire. C'est ce qu'on dit wall to wall, tous les murs sont recouverts de musique, plus qu'en France. La différence est aussi dans la décision qui prend la décision sur la musique. En général, on se retrouve plus avec un producteur qui a tout pouvoir là-dessus. Oui, alors, dans ta manière de travailler, est-ce que tu fais tout à la maison, comme nos camarades, ou est-ce que tu vas en studio, tu prends des musiciens, il y a une configuration particulière, ça change à chaque fois ? Tout est une question de budget et de temps. Pour toi aussi. Voilà. Si on n'a pas de temps, vaut mieux avoir un budget, vaut mieux avoir un studio, vaut mieux avoir... En général, pour les séries télé, ça se fait... à la maison, on a des studios hyper sophistiqués parce que le compositeur a plusieurs casquettes. Déjà, il faut écrire la musique, il faut programmer. Et pour ça, il faut avoir là, il y a plusieurs ordinateurs. Il faut avoir toutes les librairies parce que il faut pouvoir par exemple là, je fais la série Munch pour TF1 avec Isabelle Nanty et musicalement, ça part dans tous les sens. Donc on a du reggae, on a de l'action, on a c'est vraiment de la pop, des trucs. C'est super fun à faire, mais il faut être un couteau suisse. Après, il faut
donc on dépense des fortunes dans les librairies de son pour avoir les plus belles cordes, et puis ça évolue sans arrêt, des ordinateurs hyper puissants, et il faut pouvoir livrer du broadcast, c'est-à-dire que il faut aussi mixer. Donc quand on a un petit peu de temps, on peut demander, on peut avoir un mixeur à qui on envoie généralement une session Pro Tools, on a déjà séparé tous les éléments, etc. Et lui mixe de son côté pendant qu'on continue d'écrire. Mais ça, il faut avoir du budget parce que ça coûte cher. Et puis du temps. Alors justement à propos de budget, est-ce que ta rémunération de compositrice est flat fee ou est-ce qu'il y a de la gestion collective par chez toi? Aux États-Unis, c'est à peu près, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un fee et il faut gérer. Et de plus en plus, là, ça dépend aussi des networks. De plus en plus, il faut tout gérer. C'est-à-dire qu'on demande aux compositeurs d'organiser et de payer les musiciens. C'est ce qu'on fait aussi en France. Ça se passe un petit peu de la même manière. La différence entre une série française et une série américaine, c'est que la série américaine, elle va s'exporter en général. Et là, la différence, c'est que il va y avoir beaucoup plus de droits sur le temps. Alors moi, je suis ASCAP pour les États-Unis, PRS pour l'Angleterre, et donc SACEM, et l'ASCAP, ça n'a absolument rien à voir. On peut comparer un peu, c'est la même chose que la politique américaine ou la politique française. En France, on s'occupe de la personne, c'est-à-dire que c'est les droits inaliénables, etc. La SACEM défend l'individu. Aux États-Unis, c'est la corporation qui prend le dessus. C'est-à-dire que, par exemple, si on a un problème avec l'ASCAP, ils vont remonter 3 trimestres et pas plus. L'ASCAP, oui, on est quand même obligé d'y être quand on travaille ici. Moi, depuis 2-3 ans, je fais pratiquement que des programmes français. Et moi, ça me va très bien parce que ce qui compte, c'est de s'éclater à faire ce qu'on fait, et puis de défendre un peu un système. Moi, j'aime bien le système SACEM, quoi, voilà. Donc, c'est pas ici qu'on va te dire le contraire, hein. Alors, c'est quoi ton programme pour aujourd'hui, Sophia? Qu'est-ce que tu fais? Le programme, c'est que il y a 48 heures, j'ai livré dans la nuit un épisode de Léo Mattei, et là, c'est relax. Eh ben parfait, super. Bah écoute, on te laisse aller te coucher, hein, parce que là il fait nuit par chez toi. Merci Sophia, à bientôt. À bientôt, merci. Je vous salue tous, au revoir. Alors messieurs, finalement aux États-Unis, c'est un peu comme par chez nous, hein. Il n'y a pas de problème, on produit la musique de la même manière. Avec quelques différences peut-être, Stéphane? C'est mieux décoré chez nous. C'est-à-dire que à part la météo, à part la météo. Il y a des petites différences sur les budgets, quand même. C'est-à-dire que quand voilà, eux, la règle des 1 à 2% du budget du film consacré à la musique est peut-être un petit peu plus suivie et un petit peu plus respectée. Il faut qu'on aborde... Oui, Nicolas. Parlons juste d'argent. Parlons d'argent. En 2 secondes et demie, je ne te demande pas à chacun de donner ses expériences financières. Il faut savoir qu'un unitaire de fiction classique coûte entre 1,5 million et 2 millions d'euros, à peu près. Que le budget qui est attribué à la musique peut être entre 10 000 et 15 000 euros, 20 000 euros, édition musicale CD. Je voulais vous donner simplement ces chiffres-là, parce qu'évidemment, alors je ne sais pas si vous les connaissiez, mais c'est important de savoir avec quels moyens on peut faire 30 à 40 minutes de musique. Et on parle de budget global de la musique, prime d'inédit et production de la musique. Ce qu'on donne aux compositeurs, qui comprend la prime d'inédit et bien sûr la fabrication totale et la production de la musique jusqu'à sa livraison au mixage. Voilà. Et c'est l'hypothèse haute. Et je suis dans l'hypothèse haute. Mais comme toujours, Nicolas. Je vous laisse apprécier. Alors justement, on a quand même un petit sujet dont on doit parler, qui est un sujet un petit peu délicat, qui concerne l'édition musicale de cette musique. Il est vrai que dans l'audiovisuel, on a
un petit souci, c'est que nous n'avons pas toujours la faculté de choisir l'éditeur avec lequel on veut travailler. Qui s'y colle, messieurs ? Moi, je peux commencer. Non, simplement, et c'est vrai que la plupart des productions audiovisuelles aujourd'hui ont monté leur boîte d'édition et que il est sous-entendu évidemment. Leur intérêt, c'est de pouvoir récupérer des droits sur la musique, et donc il y a une forme d'imposition à ce que le producteur soit éditeur de la musique. C'est rentré aujourd'hui dans les mœurs. Alors on peut faire des coéditions et tout. Bon, maintenant on peut difficilement refuser totalement. Il y a cet aspect-là, et il y a aussi certaines chaînes de télévision qui sont éditeurs, qui ont monté des catalogues éditoriaux, et pour lesquels, ben voilà, on ne nous demande pas notre avis. Ça fait partie de la négociation qui n'est pas négociable. Stéphane ? Oui, je me demande même dans quelle mesure le budget de la musique ne correspond pas assez exactement à ce que rapportera la musique en part éditoriale à sa diffusion. Et c'est calculé là-dessus. Ça me rappelle une excellente réplique du Parrain. On va vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. C'est assez voilà. Ceci dit, ça sera peut-être aussi l'occasion de parler de la librairie musicale, parce que là, on se retrouve avec un éditeur qui fait quand même beaucoup mieux son travail et qui nous permet de gagner de l'argent dans le monde entier en faisant de la musique pour l'image, sans image. Justement, nous y venons, mais avant, Oasis, est-ce qu'il y a des éditeurs qui se bagarrent pour éditer la musique de films africains ? Quoi, ça en Afrique ? Par exemple ? En fait, la notion de droit d'auteur en Afrique, c'est une notion qui fait son chemin et il n'est pas encore compris. Donc, à ce jour, moi, je ne touche pas de droit d'auteur chez nous. Et je n'essaie même pas de les réclamer. Et pourtant, nous avons une grande société de droits d'auteur qui s'appelle la BSDA, qui est d'ailleurs affiliée à la SACEM. Et moi, je touche des droits d'auteur grâce à la SACEM, mais la plupart des compositeurs qui sont au Sénégal, en tout cas, ne savent pas ce que c'est que toucher des droits d'auteur. Voilà. Bon, voilà, donc ça c'est fait. Hein.